Rentabilité à 30% avec zéro risque. Ça te fait rêver? Ben ça devrait pas, au contraire. Alors dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui donne pas envie, mais qui est vital, les arnaques en crowdlending et surtout comment tu peux t'en prémunir. En petit spoiler, il y a un truc sympa qui t'attend à la fin de cette vidéo et qui risque fort de te soulager bien des maux de tête. En note au passage, le crowdlending me rapporte jusqu'à 12% par an. Si tu veux savoir comment je fais et voir mon portefeuille actualisé régulièrement, je te laisse t'inscrire en bas, il y a un lien dans la description. Je te montrerai ma stratégie concrètement, mais surtout comment toi tu peux l'adapter facilement à ton profil. Le crowdlending, j'en parle volontiers comme une solution très intéressante pour gagner de l'argent, à condition de ne pas faire n'importe quoi. Bon, perso, j'ai déjà fait n'importe quoi et j'ai perdu pas mal d'argent comme ça. Alors évidemment, j'ai appris mes leçons. En voici quelques-unes. Les signaux d'alerte précoces. Déjà, il y a des trucs que tu peux voir tout de suite sur une plateforme et qui peuvent soit te mettre la puce à l'oreille, soit être des signaux très clairs qu'il faut vraiment pas y aller. Ces signaux d'alerte-là, c'est la base de chez base. Je te conseille vraiment de les vérifier avant de créer un compte sur la plateforme de crowdlending en question. En tout cas, avant d'y placer des billes. Voici donc les quelques points sur lesquels il faut allumer ton radar. Quand on te promet la lune, t'as peut-être déjà vu passer des offres super alléchantes, genre à 25% de rentabilité. Attention, là je parle bien de rentabilité, pas de taux d'intérêt. Pour rappel, c'est pas la même chose. Doublé d'une garantie de rachat. Et si t'as une expérience d'investissement, quelle que soit la classe d'actifs, t'as sûrement déjà entendu 10 000 fois que si ces promesses de rendement sont incroyablement élevées, faut peut-être prendre le mot incroyable à la lettre. Genre qu'on peut pas y croire, tu vois. Alors là, je suis sûre que je te dis un truc d'une évidence ridicule, mais ça reste assez impressionnant en fait de voir le nombre de gens qui tombent dans ce piège. Et ça m'est arrivé aussi. Et pourquoi ce piège marche si bien? C'est tout simplement parce qu'il fait appel à un instinct de base qu'on a souvent du mal à contrôler, l'avidité. Quand cet instinct prend le dessus, il reste plus beaucoup de cerveau. Deuxième aspect qui doit te mettre en alerte, c'est le manque de transparence. En particulier sur certains aspects basiques comme l'adresse de l'entreprise, autant le siège social que les bureaux, mais aussi l'équipe de direction, notamment le directeur de la boîte. Pour ces trucs-là, déjà, s'il n'y a pas d'infos sur le site ou si elles sont dures à trouver, tire-toi. Maintenant, si ces infos, tu les trouves, faut voir ce qu'elles valent. Si l'adresse n'est pas réelle, genre tu tapes sur Google Maps et tu trouves un champ de blé, ou si tu trouves des infos douteuses sur le CEO, par exemple, si tu as des sources contradictoires ou si tu tombes sur des suspicions de liens avec des histoires d'arnaque ou s'il était chef cuisinier avant d'être propulsé directeur général d'une plateforme d'investissement en crowdlending. Enfin bref, si tu trouves des trucs flippants ou moyennement crédibles, inutile de dire que ça craint. Après, toujours du point de vue de la transparence, une plateforme apparaîtra très suspecte si elle te fournit aucune info sur les initiateurs de prêts, et sur les projets, notamment sur les places de marché pour les prêts immobiliers ou commerciaux, et si tes canaux de communication sont limités. Si tu veux en général une plateforme d'investissement en crowdlending, il est de bon ton de pouvoir la joindre via plusieurs canaux de communication. Alors évidemment par mail, mais aussi par téléphone, par chat sur le site, par un groupe de discussion genre Telegram, par exemple Land, Youvo, Mintos le font, t'en as plein d'autres. Et si t'as zéro moyen de communication ou alors rien d'autre qu'une adresse mail, passe ton chemin. De même quand ça fait le mort, c'est-à-dire si tu contactes la plateforme pour poser des questions avant même de t'inscrire et que tu n'obtiens jamais de retour. Deux derniers points qui doivent te rendre très vigilant, c'est quand on ne te demande pas de documents justificatifs à l'inscription, genre une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Pourquoi? Tout simplement parce que ça voudra dire que la plateforme n'est pas alignée avec la réglementation internationale contre le blanchiment d'argent, ce qui en fait un excellent repère à truands. Et enfin, si tu entends parler de problèmes de retrait, soit avec zéro communication de la part de la plateforme, soit avec une excuse bidon, en particulier quand ces problèmes s'étendent dans la durée, c'est très mauvais signe. Voilà, donc déjà ça, c'est les trucs de base qui doivent sérieusement t'alarmer quand tu commences à t'intéresser à une plateforme de crowdlending. Sache qu'un arnaqueur se reposera beaucoup sur ta flemme et sur ton avidité. Donc je reprends les grands signaux d'alerte que tu peux avoir avant même de placer tes billes sur la plateforme. En gros, il y en a 5, je te les résume. 1. Des promesses de haut rendement à faible risque. 2. Un manque criant de transparence, soit par rétention d'informations essentielles, soit par la diffusion d'infos douteuses. 3. Une communication restreinte dans les deux sens, c'est-à-dire que la plateforme fait plus ou moins la morte et qu'elle te laisse pas beaucoup de moyens de la contacter. 4. Une inscription à l'arrache, expédiée, sans compte demande de papier. Et 5. Des problèmes de retrait pour les investisseurs existants dont tu auras entendu parler en t'informant sur la plateforme en question.
Les autres signaux à surveiller. Alors on vient d'aborder les trucs qui crèvent les yeux et qui généralement devraient suffire à te faire demi-tour. Maintenant, il y a d'autres aspects qui, pris tout seuls, ne voudront rien dire, mais qui, cumulés, appelleront à plus de prudence. T'as l'âge de la plateforme et de l'initiateur de prêt. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Quand ça vient tout juste de sortir, tu sais pas ce que ça vaut. Et quand il s'agit d'une arnaque, en fait, ça va prendre souvent genre 1 ou 2 ans avant qu'elle se fasse griller. Mais des fois, ça peut être bien plus long, genre 5 ans. Après, t'as le pays où est enregistré le siège social de la plateforme. T'as des pays où la législation est souple, voire inexistante, pour encadrer le crowdlending. Ce que ça veut dire derrière, c'est que la plateforme a moins de contraintes administratives ou financières, ou en l'occurrence légales. Ce qui rend le travail, bien évidemment, beaucoup plus facile pour un arnaqueur. Si tu as affaire à une plateforme qui agrège plusieurs projets commerciaux d'initiateurs de prêts différents, c'est un point commun qu'on a pu relever assez souvent chez les arnaqueurs. T'as des comptes bancaires et des bureaux dans des pays différents. T'as des coordonnées bancaires et ou une équipe de direction qui change fréquemment. Et t'as les conditions d'utilisation qui changent souvent et sans préavis. Alors je tiens à préciser que c'est généralement le cumul de ces aspects qui fait la différence. C'est-à-dire que à part les trucs dont je t'ai parlé tout à l'heure et qui crèvent les yeux, généralement c'est quand t'as plusieurs aspects négatifs qui se superposent, genre 3 ou 4, que c'est le moment de faire sonner l'alarme. Enfin en tout cas c'est comme ça que je marche. Parce qu'il faut savoir aussi que tu as des plateformes tout à fait légitimes, du moins a priori, qui vont présenter certains de ces aspects-là. Je te donnerai quelques exemples à la fin de cette vidéo. Quand tu investis déjà sur la plateforme. Alors moi perso, ça m'est déjà arrivé de me rendre compte qu'une plateforme était douteuse après y avoir investi. Parce qu'au premier abord, j'ai rien vu qui me paraissait tellement alarmant. Bon après, j'avais pas la checklist que je me suis concoctée entre-temps. Et si je l'avais eu, j'aurais été bien plus méfiante et dans l'hypothèse où j'aurais quand même testé, ça aurait clairement pas été un montant à 4 chiffres. Si tu veux en savoir plus à ce sujet-là, je t'invite à jeter un œil sur un article dont je te mettrai le lien en description où je te raconte le détail de cette plateforme, de ce qui m'est arrivé et des leçons que j'en ai tirées. Bref, là où je veux en venir, c'est que même si la grosse majorité des plateformes douteuses ne passeront probablement pas ces premiers filtres qu'on a vus ensemble, t'as quand même pas réduit le risque au zéro absolu. Donc la question à ce moment-là, c'est comment tu limites le risque d'une arnaque au mieux quand tes investissements tournent déjà sur une plateforme. Alors moi, mes 3 grands conseils, qui en vrai se rejoignent complètement, déjà de reprendre les points qu'on vient d'aborder. Si tu as déjà de l'argent mais que tu vois que la plateforme coche déjà trop de cases, a fortiori si ça concerne les 5 points que je t'ai évoqués en premier, fais tout de suite un retrait de la totalité des fonds investis. Ou alors si techniquement c'est pas possible, ou bien si tu veux quand même donner une chance à la plateforme, réduis le montant engagé au minimum. Moi perso, quand je teste une plateforme, ou alors quand j'y suis depuis un moment, mais que je suis plus trop en confiance pour une raison ou une autre, je fais ça, en fait, je réduis au minimum pour me mouiller le moins possible et j'attends de voir au moins quelques mois pour voir comment ça évolue. Et en parlant de retrait, c'est bien d'en faire régulièrement aussi, pour 2 raisons. La première, c'est que ça te permet de contrôler un peu, de relever plus tôt, et de réagir plus vite si tu te rends compte qu'il y a des problèmes à ce niveau-là. T'as pas besoin d'attendre de voir s'il y en a d'autres qui signalent le problème. Je te renvoie à ce que je te disais tout à l'heure sur les signaux d'alerte précoces. La deuxième raison, c'est que ça te permet tout simplement de ventiler tes sous. Alors ça, c'est un truc que t'entends sûrement partout, mais qu'on répète jamais assez, je trouve. La diversification, c'est entre autres un bon moyen de limiter la casse. Quand il y a de la casse. Donc fais en sorte que ton capital en crowdlending soit pas excessif par rapport à l'ensemble de ton patrimoine et par rapport à d'autres plateformes de crowdlending si tu investis sur plusieurs d'entre elles. Bon, par contre, je sais pas à quel moment tu regarderas cette vidéo, mais dernièrement, j'ai publié les résultats de mon portefeuille en crowdlending. Si tu l'as vu, tu sais que là tout de suite, moi aussi j'ai du pain sur la planche de ce côté. Et enfin, si la plateforme que tu vérifies est dans les clous, ne te repose pas dessus. Le crowdlending, c'est un investissement passif dans une certaine mesure. Des fois, une plateforme frauduleuse mettra du temps avant de montrer les premiers signes suspects, surtout que dans ce secteur-là, tout évolue très vite, autant les plateformes que le marché. Donc c'est important que tu te maintiennes informé de ce qui se passe, autant via les news que tu peux avoir concernant les plateformes elles-mêmes, que celles concernant le marché, en passant par les échanges que tu peux avoir avec d'autres investisseurs. Alors attention par contre, tout n'est pas noir ou blanc. Tout à l'heure, je te disais qu'il y a aussi des plateformes très populaires qui marchent dans les clous, mais qui vont quand même cocher certaines cases de ce que je t'ai listé. En voici donc quelques exemples. Bondora pour la question de la transparence. Alors certes, on n'a pas cette opacité critique sur les questions essentielles, sinon effectivement ce serait no-go, mais clairement, la plateforme n'est pas un champion en la matière pour communiquer des infos qui feraient pas de mal. Pour un peu plus de détails, je te renvoie à cette vidéo que j'avais faite sur la communication des résultats de la plateforme. Robocage pour la géographie. Le compte bancaire et le siège de la boîte sont dans 2 pays différents. En l'occurrence, le compte bancaire est aux Pays-Bas et le siège social est en Croatie. La Croatie qui est connue pour avoir un cadre légal plutôt lax en ce qui concerne le crowdlending.
Et pourtant, la plateforme jouit d'une très bonne réputation en tant que plateforme sérieuse et solide, et elle continue de tenir la première position dans mon portefeuille. Twino, avec ses changements multiples dans l'équipe de direction et une communication vachement pauvre en la matière, et même d'une manière plus globale, notamment entre l'année dernière et début de cette année. Alors côté com, on s'améliore, maintenant reste plus qu'à voir comment la plateforme évolue, notamment si l'équipe de direction reste stable. Mais bon, après la plateforme coche quand même pas mal de bonnes cases, entre autres avec sa licence IBF. Donc tu vois que tout n'est pas noir ou blanc, ça nous faciliterait bien des choses si c'était le cas, mais bon, faut bien faire avec ce qu'on a. Inversement, une plateforme frauduleuse peut tout à fait montrer des aspects qui rassurent. Une authentification à 2 facteurs, par exemple, ou alors cette présence tangible d'une vraie adresse, des bureaux que tu peux visiter, une équipe de direction accessible, présente sur les réseaux, sur les salons, aux interviews, etc. Ce plan foireux où j'ai perdu de l'argent sur une plateforme de crowdlending douteuse, la plateforme, en plus de cumuler ces aspects-là, elle avait déjà 4-5 ans au moment où des problèmes ont fait surface. Et si tu veux savoir, la plateforme, c'était gros pire. Alors jusqu'en 2021, à peu près, on a vu passer un certain nombre d'arnaques dans le secteur, en Europe et ailleurs, et c'est pas pour rien que ces mesures ont été mises en place par la Commission européenne pour harmoniser la réglementation. Bon, il y a encore du boulot de ce côté, mais notre avantage à nous, investisseurs, c'est que ça devient de plus en plus dur pour les fraudeurs. À cause du cadre commun légal qui se durcit, mais aussi parce que ces histoires d'arnaques, ça tend à rendre les investisseurs un peu moins naïfs et un tout petit peu plus vigilants. L'essentiel à retenir. Ok, bon, le sujet des truanderies dans le monde du crowdlending, tu vois qu'il y a pas mal de choses à en dire. Et là, j'ai pas encore fait tout le tour. En gros, les points essentiels à retenir de tout ce que je t'ai raconté, c'est qu'il y a 5 gros signaux d'alarme qui doivent te rendre particulièrement méfiant si tu les vois passer. Si tu veux pas les oublier, tu pourras télécharger une checklist, je te la mettrai en description sous cette vidéo. Ensuite, d'autres critères doivent attirer ton attention lorsqu'ils sont cumulés. Genre 3-4, ça commence à faire franchement beaucoup. Pareil, je te les mettrai dans cette checklist. Quand tu investis déjà sur la plateforme, souvent c'est chaud patate, mais tout n'est pas forcément perdu et tu peux parfois sauver les meubles. Alors avis à toi qui a eu le courage de rester jusqu'au bout de cette vidéo, je me doute vaguement que passer une plateforme au crible, ça doit être assez surtout si tu as des billes sur plusieurs plateformes. Du coup, ça t'intéressera sûrement de savoir que je suis en train de préparer un évaluateur de plateforme où tu pourras voir en un seul coup d'œil quelles plateformes remplissent quels critères sur la base de ce que j'ai déjà évoqué dans cette vidéo et plus encore. Comme ça, tu sauras sans te prendre la tête où vaut mieux aller et où il vaut mieux pas. Pour ça, je te laisse t'inscrire en bas. C'est pareil, tu as un lien dans la description. Et voilà, on a fait le tour. Alors si tu as des questions ou des remarques, évidemment, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Puis d'ici là, moi je te dis à la prochaine. Allez, ciao!